Il existe un élément dans le tableau périodique qui a littéralement menti à la physique pendant 2 milliards d'années. Et personne ne s'en est rendu compte. Pas les géologues, pas les chimistes, pas les physiciens. L'atome numéro 24 a joué un double jeu à une échelle de temps que l'esprit humain peine à imaginer. Et quand on a finalement compris ce qu'il faisait, tout ce qu'on croyait savoir sur l'apparition de la vie sur Terre a dû être réécrit. Mais commençons par quelque chose de concret, quelque chose que vous pouvez presque toucher. Imaginez une salle de cours dans une université quelconque. Fin d'après-midi, la lumière est basse, les étudiants sont fatigués. Le professeur Marchand, un homme d'une 50aine d'années avec des mains de chimiste, des mains tachées et calleuses, pose sur la paillasse 4 flacons en verre. Ils contiennent tous le même liquide, même concentration, même température, même origine. Il le précise bien. Il prend une pipette, ajoute quelques gouttes d'un premier réactif dans le premier flacon. La solution vire immédiatement au bleu ardoise, profond, presque métallique. Les étudiants regardent, intéressés. Il passe au deuxième flacon, quelques gouttes. D'un autre réactif, rouge, brique cette fois, chaud, dense, comme du sang séché. Troisième flacon, vert émeraude, si intense que ça paraît irréel. Quatrième flacon, un noir violacé, presque inquiétant. Un étudiant au fond lève la main et dit « Vous avez mis des produits différents dans chaque flacon au départ ? C'est forcément ça. » Le professeur Marchand secoue la tête doucement. Il retourne les étiquettes des 4 flacons vers la salle. Ils sont identiques, même numéro de lot, même fournisseur, même date de préparation. Puis il dit une seule phrase. Et cette phrase reste dans la tête longtemps après qu'on a quitté la salle. C'est le même atome. 24 protons, toujours. Personne ne parle pendant quelques secondes. Et c'est dans ce silence qu'on comprend qu'on est face à quelque chose d'inhabituel. Pas un tour de magie, pas une erreur de manipulation. Un élément chimique qui change radicalement de comportement selon son environnement, qui absorbe des longueurs d'onde différentes selon les atomes qui l'entourent, qui peut être rouge dans une pierre, vert dans une autre, bleu dans une solution et noir dans une autre encore, avec exactement la même identité atomique. Ce que le professeur Marchand n'a pas eu le temps d'expliquer ce jour-là, parce que la sonnerie a retenti trop tôt, c'est que cet élément ne se contente pas de jouer avec les couleurs dans les laboratoires, il a aussi joué avec le temps, avec l'histoire de la planète entière, avec ce qu'on pensait savoir sur le moment où la vie est devenue possible sur Terre. Et pour comprendre pourquoi, il faut d'abord savoir d'où il vient, comment il a été découvert, et pourquoi cette découverte a failli ne jamais avoir lieu. Si vous trouvez cette histoire fascinante, abonnez-vous et laissez un like. Ça aide vraiment à faire vivre ce type de contenu. Reculons de plusieurs siècles, dans une région montagneuse que peu d'Européens connaissaient alors. Des galeries sombres creusées dans la roche. L'air chargé de poussière et d'humidité. Des lampes à huile qui projettent des ombres sur des parois grises. Des mineurs qui travaillent depuis l'aube et qui remontent à la surface un minerai qu'aucun d'eux n'a jamais vu. Il est dense, inhabituellement lourd pour sa taille, d'un rouge orangé profond avec des reflets qui captent la lumière d'une façon étrange, presque vivante. Les contremaîtres le manipulent avec méfiance. Ils savent reconnaître la galène, la pyrite, la cassitérite. Mais ça, non, ça ne ressemble à rien de connu. Les échantillons sont emballés dans du tissu grossier, mis dans des caisses en bois et expédiés vers l'ouest, vers les collections des naturalistes qui commencent à cartographier le monde minéral. Les caisses arrivent finalement dans le cabinet d'un savant allemand installé en Russie, un certain Höfner, homme méthodique, passionné de classification. Il examine les échantillons, rédige une description détaillée, propose un nom de travail.
minerai rouge de montagne, et publie un court texte dans un journal scientifique confidentiel. Puis il disparaît de la scène. Les circonstances exactes de sa mort restent floues. Peut-être une intoxication lors d'une expérience, peut-être autre chose. On ne saura jamais vraiment. Les caisses de minerais continuent leur chemin. Elles passent de collection en collection, de musée en cabinet privé. Pendant des décennies, personne ne pense à les analyser sérieusement. Elles sont belles, exotiques et complètement inutilisées sur le plan scientifique. Jusqu'au jour où un jeune chimiste nommé Vernet met la main dessus, dans la réserve poussiéreuse d'une institution parisienne. Il est en train de chercher autre chose quand il remarque l'étiquette et la couleur du minerai à travers le verre du flacon. Quelque chose dans cette teinte l'arrête net. Il prend le flacon, le retourne dans la lumière de la fenêtre et décide de l'analyser. Ce que Vernet va trouver en dissolvant ce minerai dans un acide, en précipitant, en filtrant, en chauffant, va changer sa carrière du tout au tout et introduire dans la science un élément dont personne ne soupçonnait encore l'existence. Un métal gris, lourd, dur, que rien en son apparence ne distingue d'une dizaine d'autres métaux ordinaires, mais dont les composés produisent quelque chose que Vernet n'a jamais vu dans toute sa carrière. Chaque réaction donne une couleur différente, comme si l'atome refusait d'avoir une identité fixe. Et c'est là que Vernet fait quelque chose d'inhabituel pour l'époque. Il ne nomme pas l'élément d'après lui-même, ni d'après la région d'où vient le minerai, ni d'après une propriété mécanique ou physique. Il le nomme d'après la seule chose qui lui paraît vraiment définir cet atome, la couleur. En grec ancien, chroma, et ce nom tient toujours aujourd'hui. Mais la vraie question, celle que Vernet ne pouvait pas poser à son époque parce qu'il manquait tous les outils pour y répondre, c'est pourquoi ? Pourquoi le même atome produit des couleurs aussi différentes ? Et la réponse à cette question va nous amener dans un territoire où la physique elle-même semblait avoir ses limites. Voici ce qui va vous faire tomber de votre chaise. Le rubis et l'émeraude. Ces deux pierres que les hommes ont convoitées, achetées et volées depuis des millénaires, contiennent exactement le même ion chrome, dans exactement le même état de charge. Et pourtant, l'une est rouge sang et l'autre est vert forêt. Deux couleurs aux antipodes du spectre visible. Avec plus de 150 nanomètres de différence entre elles. Et la seule chose qui explique cet écart, c'est une distance entre atomes inférieure à 1 millième de micron. Reprenons depuis Vernet, parce que c'est lui qui a mis le pied dans cette porte sans savoir ce qu'il y avait derrière. Quand Vernet a nommé cet élément d'après la couleur, il avait compris que quelque chose d'inhabituel se passait, mais il n'avait aucun outil pour expliquer pourquoi. La réponse n'est venue que bien plus tard, quand la physique quantique a commencé à décrire ce qui se passe à l'intérieur d'un atome. Et cette réponse est à la fois simple à comprendre et vertigineuse à imaginer. Un atome de chrome possède 24 électrons. Ces électrons occupent des zones bien définies autour du noyau, des niveaux d'énergie. Pensez à des étages dans un bâtiment, sauf que dans ce bâtiment, les règles d'occupation ne ressemblent à rien de ce qu'on connaît dans la vie ordinaire. La plupart des éléments remplissent ces étages dans un ordre strict. Le chrome, lui, fait quelque chose d'inattendu. Il redistribue ses électrons de façon à ce que 5 niveaux internes soient occupés par exactement un électron chacun. Une symétrie parfaite. Et cette symétrie le rend extrêmement stable. La nature préfère la symétrie. C'est une règle qui ne souffre presque aucune exception. Maintenant, quand un ion chrome s'installe dans un cristal, dans un minéral, dans une pierre, les atomes voisins créent autour de lui un champ électrique. Ce champ modifie les niveaux d'énergie des électrons du chrome. Il les sépare. Certains montent, d'autres descendent. Et la différence d'énergie entre ces niveaux correspond exactement à l'énergie d'un photon de lumière, d'une longueur d'onde précise. C'est cette longueur d'onde que le chrome absorbe,
et tout le reste est réfléchi vers vos yeux. Voilà pour la théorie. Maintenant, voilà ce qui rend ça extraordinaire dans la pratique. Dans le rubis, l'ion chrome est enchâssé dans un cristal d'oxyde d'aluminium. La distance entre l'ion chrome et les atomes d'oxygène qui l'entourent est d'environ 2 angstroms, soit 2 milliardièmes de mètre. Ce champ d'une intensité précise fait que le chrome absorbe la lumière verte et réfléchit le rouge. C'est pour ça que le rubis est rouge. Dans l'émeraude, le même ion chrome est enchâssé dans un cristal de béryl. La distance aux atomes voisins est légèrement plus grande. Le champ est légèrement plus faible. La séparation des niveaux d'énergie est différente, et maintenant c'est le rouge qui est absorbé et le vert qui est réfléchi. La différence de distance entre ces deux situations, celle du rubis et celle de l'émeraude, est inférieure à 1 angstrom, soit moins d'1 milliardième de mètre. Un écart que même les meilleurs microscopes électroniques ont du mal à mesurer directement. Et pourtant cet écart invisible à toute échelle humaine sépare deux des couleurs les plus opposées qui existent, et deux des pierres les plus précieuses de l'histoire de l'humanité. Ce qui est troublant, vraiment troublant, c'est que cette sensibilité extrême du chrome à son environnement ne se limite pas aux pierres précieuses. Elle se manifeste partout où cet atome se trouve. Dans les solutions chimiques, comme Vernel avait observé, dans les pigments utilisés par les peintres, dans les alliages métalliques, dans les tissus vivants. Le chrome est fondamentalement incapable d'être neutre. Il réagit à tout. Il enregistre tout. Il change en fonction de ce qui l'entoure. Et c'est précisément cette propriété qui va mener à l'une des histoires les plus amères de l'art moderne. Une histoire où un peintre a choisi cet élément pour sa puissance visuelle, sans savoir que des décennies plus tard, cette puissance se retournerait contre son œuvre de façon silencieuse et irréversible. Il y a dans les réserves d'un grand musée du nord de l'Europe une toile que les visiteurs ne voient jamais. Elle est stockée à l'abri de la lumière dans une boîte à température contrôlée. Ce n'est pas une œuvre mineure, c'est une étude préparatoire réalisée par un peintre dont le nom est connu de presque tout le monde. Et elle est conservée dans ces conditions, non pas parce qu'elle est fragile au sens habituel du terme, mais parce qu'elle est en train de changer, lentement, irrémédiablement, et que personne ne sait exactement comment l'arrêter. La restauratrice chargée de son suivi s'appelle Élise Norman. Elle travaille la nuit la plupart du temps parce que le musée est fermé. Et que la lumière artificielle qu'elle utilise pour ses analyses est plus facile à contrôler quand les salles sont vides. Elle compare sous un éclairage ultraviolet une reproduction photographique réalisée peu après la création de la toile et l'état actuel de la peinture. Les tons chauds ont disparu. Là où il y avait un jaune intense, presque agressif, presque solaire, il y a maintenant un brun terne, sans vie. Comme si quelqu'un avait passé une couche de vieillesse sur la toile avec un pinceau invisible. Ce n'est pas le vernis qui a jauni, ce n'est pas la toile qui s'est détendue, c'est le pigment lui-même qui a changé d'état chimique. Le peintre avait utilisé un composé de chrome pour obtenir ce jaune d'une intensité que les pigments naturels de l'époque ne pouvaient pas produire. Il voulait que la couleur crie. Il voulait que le regard du spectateur soit capturé immédiatement. Il avait obtenu exactement ça. Mais le chrome dans ce pigment existait dans un état instable, sous l'effet de la lumière ultraviolette accumulée pendant des générations. Cet état a évolué. L'atome a changé sa façon d'absorber la lumière, et avec lui, la couleur a changé. Le jaune est devenu brun. Et le pire dans tout ça, c'est que le processus est inégal. Il avance plus vite là où la couche de peinture est fine, plus lentement là où elle est épaisse. Ce qui signifie que la toile se transforme de façon non uniforme. Elle devient progressivement une version dégradée d'elle-même, une copie appauvrie réalisée par le temps et la chimie d'un seul élément.
Elise Norman a publié ses résultats dans une revue spécialisée. Ses collègues ont reproduit ses analyses sur d'autres toiles du même artiste, conservées dans d'autres musées. Le constat est partout le même. Ce que les millions de visiteurs admirent chaque année, ce ne sont pas les œuvres que le peintre a créées. Ce sont des versions altérées, réécrites par un atome qui continue son travail silencieux derrière le verre des cadres. Et si vous pensez que c'est la chose la plus troublante que le chrome ait faite à l'humanité, attendez la suite. Un ingénieur qui cherchait à résoudre un problème sans importance a accidentellement inventé le matériau qui rend possible toute la chirurgie moderne, toute l'aviation, toute l'industrie alimentaire. Et il a failli jeter sa découverte à la poubelle. Revenons un instant à ce que le chrome fait au matériau. Parce que ce que Elise Norman a observé sur les toiles du musée, ce changement d'état silencieux et irréversible, c'est exactement le même mécanisme qui s'est produit dans un atelier métallurgique. Mais cette fois, dans le sens inverse. Au lieu de détruire, il a protégé. Un ingénieur nommé Ferro travaillait dans une usine sidérurgique dans le nord de l'Angleterre. Sa mission était précise et ingrate. Tester des centaines d'alliages d'acier pour trouver celui qui résisterait le mieux à la chaleur intense produite par certains équipements industriels. Il fondait des échantillons, les testait, les rejetait, recommençait, semaine après semaine. Les pièces non conformes s'accumulaient dans un coin de l'atelier. Une pile qui grandissait doucement sans que personne ne s'en occupe. Plusieurs mois passent. Ferro cherche un ancien échantillon dans cette pile pour le comparer à un nouveau. Et il remarque quelque chose d'étrange. Presque toutes les pièces rejetées sont couvertes de rouille. L'atelier est humide, l'air chargé de vapeur et d'huile. La rouille est normale ici, mais certaines pièces, celles qui contiennent plus de 10,5% de chrome dans leur composition, sont parfaitement intactes, comme si elles venaient d'être coulées. Ferro refait les tests, il change les conditions, il expose les pièces à de l'eau, à de l'air, à de l'humidité prolongée. Le résultat ne change pas. Les pièces à haute teneur en chrome ne rouillent pas. Il les raye avec un outil, il attend. La surface se répare en quelques secondes à peine, toute seule, sans aucune intervention. Ce qui se passe à l'échelle atomique est vertigineux. Dès que la teneur en chrome dépasse ce seuil, une pellicule d'oxyde de chrome se forme spontanément à la surface de l'acier. Son épaisseur est d'environ 2 à 3 nanomètres, soit 30 000 fois moins qu'un cheveu humain. Cette pellicule est transparente, donc l'acier garde son aspect métallique ordinaire, rien ne trahit sa présence. Mais elle est d'une efficacité absolue. Elle bloque le contact entre le métal et l'oxygène de l'air. Et si on la raye, le chrome réagit immédiatement avec l'oxygène disponible et reconstitue la barrière. C'est un bouclier vivant, invisible et auto-réparant. L'acier inoxydable est né de cette pile de déchets que personne ne regardait. Et sans lui, pensez-y vraiment. Les instruments chirurgicaux rouillaient après stérilisation. Les tuyaux des usines alimentaires se corrodaient de l'intérieur. Les implants médicaux n'existaient tout simplement pas. La hanche artificielle, la couronne dentaire, le stent dans une artère coronaire, tout ça vient d'une découverte faite par accident dans un coin poussiéreux d'un atelier anglais. Mais voilà ce que l'histoire officielle ne raconte pas souvent. Au moment même où Ferro documentait sa découverte, des ingénieurs allemands, dans une grande entreprise métallurgique, travaillaient sur exactement le même type d'alliage. Ils ont déposé un brevet quelques mois plus tôt. La dispute de priorité entre les deux camps a duré des années. Chacun avait des arguments solides. Et pendant que les juristes débattaient, le monde continuait à utiliser le matériau sans se soucier de savoir qui l'avait inventé en premier. Ce qui est certain, c'est que dès que les États ont compris ce que le chrome pouvait faire à l'acier, ils ont cessé de le voir comme un simple métal industriel. Ils ont commencé à le voir comme une ressource stratégique, au même titre que le pétrole ou le charbon. Et cette prise de conscience
a eu des conséquences que personne ne pouvait anticiper à l'époque. Voilà quelque chose que presque aucun livre d'histoire ne mentionne. Pendant les grandes guerres du XXe siècle, l'accès au chrome était aussi décisif que l'accès au carburant. Et certaines puissances militaires l'ont compris bien avant les autres. Pour fabriquer de l'acier blindé de qualité, il faut du chrome. Pas un peu, beaucoup. Sans chrome, l'acier atteint une certaine dureté, mais perd en ductilité. Il résiste au choc, mais se fissure. Avec du chrome, les deux propriétés coexistent. L'acier est à la fois dur et souple, capable d'absorber un impact sans se briser. La différence entre un blindage efficace et un blindage qui cède au premier choc sévère tient en grande partie à la teneur en chrome de l'alliage. Or, les gisements de chromite, le minerai dont on extrait le chrome, sont concentrés dans quelques régions précises du globe. Et pendant les conflits majeurs du siècle dernier, ces régions sont devenues des enjeux géopolitiques que les gouvernements traitaient avec autant de sérieux que n'importe quel territoire militairement stratégique. Des analystes travaillaient dans des bureaux fermés, avec des cartes et des tableaux de production, et leur question centrale n'était pas territoriale, elle était chimique. Si l'adversaire perd accès au gisement de chromite, dans combien de semaines sa production d'acier blindé commence-t-elle à se dégrader? Les estimations variaient, mais tous les rapports convergeaient vers la même conclusion. Quelques mois, peut-être moins. Après une coupure totale d'approvisionnement, la qualité de l'armement commence à chuter de façon mesurable. Des réseaux diplomatiques entiers ont été mobilisés autour de cette question. Des pays neutres ont été courtisés, pressés, récompensés ou sanctionnés selon leur position vis-à-vis de l'approvisionnement en chromite. Les navires transportant du minerai étaient suivis. Des routes commerciales étaient cartographiées avec une précision militaire. Tout ça pour un métal gris que le grand public n'avait jamais entendu nommer. Et après les conflits, quand le monde a voulu reconstruire ses industries et moderniser ses armées, la question du chrome ne s'est pas résolue. Elle s'est déplacée. Les plus grandes réserves mondiales de chromite se trouvaient concentrées dans une région d'Afrique australe. Plus de 70% des réserves mondiales prouvées selon certaines estimations. Dans une zone géologique formée il y a environ 2 milliards d'années par une intrusion massive de magma dans la croûte terrestre. Une structure qui contient également du platine et du vanadium en concentrations industrielles. Le problème, c'est que ce territoire était gouverné par un régime que les puissances occidentales condamnaient officiellement, tout en continuant à acheter son chrome. Parce qu'elles n'avaient pas le choix, leurs industries militaires en dépendaient. Et quand des mouvements politiques soutenus par des puissances extérieures ont commencé à menacer la stabilité de cette région, les services de renseignement occidentaux ont produit des analyses classifiées sous un titre qui résume tout : la menace chrome. Ces documents décrivaient un scénario précis. Si une puissance hostile prenait le contrôle de ces gisements, les industries aéronautiques et militaires occidentales se retrouveraient en situation de dépendance critique en moins de 2 ans. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la planification stratégique documentée. Un élément chimique au centre d'une partie géopolitique mondiale. Et pendant tout ce temps, pendant que les diplomates négociaient et que les stratèges calculaient, personne ou presque ne savait que ce même élément était en train de faire quelque chose de bien plus inattendu. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec les guerres ou les blindages. Quelque chose qui se passait à l'intérieur du corps humain. Dans une ville de quelques centaines de maisons, au milieu d'une région désertique et sèche, des familles buvaient depuis des années une eau qui les rendait malades. Et la société responsable le savait, et n'a rien dit. Revenons un instant à ce que nous avons vu avec le chrome dans les alliages. Cette capacité à former une pellicule protectrice invisible sur l'acier. Cette même propriété était utilisée dans les systèmes industriels de refroidissement depuis des décennies. On ajoutait un composé de chrome dans les circuits d'eau
pour empêcher la corrosion des tuyaux métalliques. Pratique courante, économique, efficace. Le problème, c'est que ce composé n'était pas du chrome sous sa forme ordinaire. C'était du chrome hexavalent, une forme chimiquement très différente, et biologiquement, une toute autre histoire. Une station de traitement de gaz naturel s'était installée en bordure d'une petite ville appelée Rouville. Perdue dans une plaine aride où l'été dure 9 mois et où les hivers sont secs et froids. La station utilisait ce composé de chrome dans ses circuits de refroidissement depuis son ouverture. Les eaux usées chargées en chrome hexavalent étaient déversées dans des bassins de décantation, ciel ouvert. Le calcul était simple. L'eau s'évapore sous la chaleur, le résidu se dépose. Affaire classée. Mais personne n'avait modélisé ce que le sol sous ces bassins allait faire pendant des années. Le chrome hexavalent est soluble dans l'eau, très soluble, et il migre avec elle à travers les couches de terre, lentement, sans bruit, sans couleur, sans odeur. Il descend jusqu'à la nappe phréatique, et là, il reste, parce que les nappes ne s'évaporent pas. Les habitants de Rouville tiraient leur eau de puits. Ils arrosaient leur jardin avec cette eau. Ils en donnaient à leurs enfants. Pendant des années, sans rien savoir. Parce que cette eau avait le goût de l'eau, elle avait la couleur de l'eau, elle était l'eau. Ce qui a déclenché l'enquête n'est pas une alerte sanitaire, pas une inspection officielle. C'est une assistante juridique nommée Claire Mousseau qui travaillait sur un dossier immobilier concernant des terrains à Rouville. Elle remarque que parmi les documents transmis par la société industrielle, il y a des dossiers médicaux, des analyses de santé, des bilans biologiques concernant des riverains. Pourquoi une société énergétique transmet-elle des données médicales dans un dossier de transaction foncière ? Claire Mousseau commence à poser des questions. Elle va à Rouville. Elle parle aux habitants. Elle recueille des témoignages. Elle dresse une carte des personnes malades en croisant les adresses avec les diagnostics. Et ce qu'elle voit sur cette carte est impossible à attribuer au hasard. Des formes rares de tumeurs, des pathologies des voies respiratoires, des enfants avec des troubles immunitaires inexpliqués, tous concentrés dans un périmètre précis autour des anciens bassins de décantation. Les analyses d'eau confirment ce qu'elle suspectait. Le chrome hexavalent est présent dans les puits à des concentrations très largement supérieures aux seuils admissibles. Et la nappe contaminée continue de s'étendre. Parce que les bassins ont été fermés, mais jamais vraiment traités. Le chrome est toujours là, dans le sol, dans l'eau, dans les corps. Le mécanisme de toxicité du chrome hexavalent est l'un des plus retors que la biochimie ait documenté. Et c'est là que tout devient vraiment troublant. Parce que pour comprendre pourquoi il est si dangereux, il faut comprendre comment il entre dans les cellules. Le chrome hexavalent, dissous dans l'eau, ressemble chimiquement à une molécule que toutes nos cellules connaissent très bien, le sulfate. Un ion que les protéines de transport cellulaire manipulent en permanence. Ces protéines ne font pas la différence. Elles voient une forme similaire, une charge similaire, et elles ouvrent la porte. Le chrome entre dans la cellule en se faisant passer pour quelque chose d'inoffensif. Une fois à l'intérieur, il commence à se transformer. Il passe du chrome hexavalent au chrome trivalent. Et pendant cette transformation, il libère des molécules extrêmement réactives. Des fragments d'oxygène instables qui attaquent l'ADN. Il casse des brins. Il crée des liaisons anormales entre l'ADN et des protéines. Il provoque des anomalies chromosomiques. Avec une exposition suffisante et une dose suffisante, ces dommages s'accumulent. Et certains d'entre eux déclenchent des mutations qui ne se réparent pas. L'histoire de Rouville n'est pas une exception isolée. Des situations comparables ont été documentées dans des pays très différents, dans des régions industrielles d'Asie du Sud, dans des zones de tannerie en Afrique, dans des anciens sites militaires en Europe de l'Est, partout où le chrome hexavalent a été utilisé sans protocole de gestion rigoureux. Il a laissé une empreinte dans les sols et dans les corps. Et maintenant, le paradoxe absolu. Le paradoxe que même les spécialistes trouvent difficile à formuler sans sourire d'incrédulité.
Le même élément qui vient de faire tout ça, qui s'est infiltré dans les nappes phréatiques, qui a trompé les cellules humaines pour y pénétrer, qui a déclenché des dommages biologiques documentés par des dizaines d'études. Ce même élément est en ce moment dans votre sang, sous une autre forme, et sans lui, votre corps fonctionnerait moins bien. Des chercheurs, dans un laboratoire de biochimie, ont nourri des animaux avec un régime synthétique parfaitement contrôlé. Tous les nutriments connus étaient présents en quantité précise. Et pourtant, les animaux développaient progressivement une résistance au signal de l'insuline. Leur métabolisme du glucose se déréglait. Malgré des taux d'insuline normaux dans le sang, quelque chose manquait. Les chercheurs ont commencé à ajouter des micronutriments, un par un, méthodiquement. Comme Ferro testait ses alliages dans son atelier, vanadium, sans effet. Nickel, sans effet. Molybdène, sans effet. Puis ils ont ajouté du chrome, mais pas le chrome hexavalent, le chrome trivalent, la forme naturelle, la forme que l'on trouve dans les aliments non transformés, dans les céréales complètes, dans certains légumes, dans les fruits de mer. Le résultat est apparu en quelques jours. La sensibilité des cellules à l'insuline est revenue à la normale. Les animaux métabolisaient de nouveau le glucose correctement. Les chercheurs ont refait l'expérience plusieurs fois, en variant les conditions. Le résultat se reproduisait à chaque fois. Ce qui se passe à l'échelle moléculaire est subtil, mais précis. Le chrome trivalent, sous certaines formes biologiques complexes, renforce la liaison entre l'insuline et ses récepteurs à la surface des cellules. Sans chrome en quantité suffisante, les récepteurs répondent moins bien au signal. La cellule a besoin d'une concentration plus élevée d'insuline pour produire le même effet. En termes simples, le corps doit travailler plus fort pour faire la même chose. Le besoin quotidien d'un adulte en chrome est de l'ordre de 25 à 35 microgrammes. C'est une quantité si petite qu'elle en devient presque abstraite. Pour donner une comparaison, le besoin quotidien en fer est plusieurs centaines de fois supérieur. Et pourtant, cette dose infime de chrome joue un rôle dans un mécanisme qui est au cœur de l'une des pathologies les plus répandues du monde moderne, la résistance à l'insuline, le prédiabète, le diabète de type 2. Et voilà ce qui rend la situation encore plus paradoxale. Les aliments raffinés, le pain blanc, le riz blanc, les produits industriels transformés contiennent beaucoup moins de chrome que leurs équivalents complets. Quand on raffine une céréale, on perd environ 80% de son chrome. Et avec l'âge, l'absorption du chrome par l'intestin diminue encore. Ce qui signifie que les populations qui en auraient le plus besoin, les personnes âgées qui consomment des aliments transformés, sont souvent celles qui en absorbent le moins. Le même atome, deux formes chimiques, deux effets biologiques opposés. L'un pénètre les cellules comme un intrus et y provoque des dommages, l'autre aide les cellules à entendre un signal vital et les maintient en bonne santé. La différence entre ces deux formes tient à l'état de charge de l'atome. Quelques électrons en plus ou en moins, et tout change. Si vous pensez que c'est le paradoxe le plus stupéfiant que le chrome ait à offrir, alors vous n'avez pas encore entendu ce qu'il a fait dans un laboratoire californien. Un matin où un jeune physicien déclenchait quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Le premier rayon laser de toute l'histoire humaine a été produit par des atomes de chrome. Et le physicien qui a réalisé ça a vu son article refusé par la première revue scientifique à qui il l'a soumis. Revenons à ce jeune physicien dont nous avons parlé à la fin de la partie précédente. Il s'appelait Drevet. Il avait une trentaine d'années, il travaillait dans un laboratoire privé en Californie avec des ressources limitées et un projet que ses collègues considéraient comme une impasse. L'idée centrale était la suivante. Si on excite suffisamment d'atomes dans un cristal, si on les force à stocker de l'énergie puis à la libérer tous ensemble, au même moment, dans la même direction, avec la même longueur d'onde, on obtient quelque chose qu'on n'a jamais vu dans la nature. Une lumière parfaitement cohérente. Une lumière dont tous les photons vibrent à l'unisson, comme une armée qui marche au pas,
au lieu d'une foule qui se disperse dans tous les sens. Le problème, c'est que presque tout le monde dans le milieu pensait que le cristal de rubis était un mauvais candidat pour ça. Trop de pertes, trop peu d'efficacité énergétique. Une demande de financement que Drevet avait déposée avait été rejetée quelques mois plus tôt. Les évaluateurs estimaient que le projet n'avait pas d'avenir réaliste. Drevet a continué avec ce qu'il avait. Son dispositif était simple à décrire et difficile à construire. Un cylindre de rubis synthétique d'environ 2 cm de long. Les 2 extrémités polies et recouvertes d'un dépôt métallique réfléchissant. Une extrémité totalement réfléchissante, l'autre laissant passer environ 8% de la lumière. Autour du cristal, une lampe à décharge enroulée en spirale. Le genre de lampe utilisé dans les appareils photo anciens pour les flashs puissants. Un matin, le laboratoire sent l'ozone et le métal chaud. Drevet vérifie ses connexions pour la dernière fois. Il déclenche l'alimentation. La lampe explose en lumière blanche pendant une fraction de seconde. Cette lumière pénètre le rubis de toutes parts. Et là, les ions chrome dans le cristal absorbent la composante verte de cette lumière. Leurs électrons montent vers un niveau d'énergie supérieur, puis ils redescendent par paliers, en libérant des photons d'une longueur d'onde très précise, dans le rouge profond. Ces photons rebondissent entre les 2 miroirs, traversent le cristal, encore et encore. Chaque passage stimule d'autres ions chromes à libérer leurs photons au même moment, dans la même direction. L'avalanche grandit et une impulsion de lumière rouge, étroite, cohérente, d'une intensité que personne n'avait encore produite sous cette forme, jaillit par l'extrémité semi-transparente du cylindre. Drevet a regardé le point rouge sur le mur en face de lui pendant plusieurs secondes sans bouger. Puis il a pris ses notes très calmement, comme si sa main ne tremblait pas. Ce que ce rayon représente dépasse largement le laboratoire où il est né. Aujourd'hui, les lasers à base de cristaux dopés aux ions chrome sont utilisés en médecine pour des procédures qui nécessitent une précision à l'échelle du millimètre. Certains traitements dermatologiques, certaines interventions ophtalmologiques, des procédures où un rayon doit agir sur une zone de quelques microns sans toucher les tissus voisins. Cette précision, c'est la cohérence de la lumière laser qui la rend possible. Et cette cohérence, c'est l'ion chrome qui en est la source. Mais le chrome dans l'électronique moderne ne se limite pas au laser. Dans chaque téléphone, dans chaque ordinateur, dans chaque processeur produit depuis plusieurs décennies, il y a des couches de chrome que vous ne verrez jamais. Elles font quelques nanomètres d'épaisseur. Elles servent de pont d'adhérence entre le silicium et le cuivre des circuits conducteurs. Sans elles, les pistes de cuivre se décolleraient, les circuits ne fonctionnerait pas. Et chaque puce électronique a été gravée pendant sa fabrication à travers un masque dont la couche opaque est faite de chrome. Parce que le chrome absorbe parfaitement les ultraviolets utilisés dans la photolithographie et reste stable sous leur bombardement intense. Le chrome est dans l'ADN de l'électronique moderne. Invisible, indispensable. Sans nom sur aucune étiquette. Et maintenant, voici la partie qui referme tout. La partie qui relie le laboratoire californien de Drevet, les bassins de décantation de Rouville, les gisements stratégiques d'Afrique australe, le minéral rouge dans les caisses envoyées à Hoffner, et les flacons du professeur Marchand qui changeaient de couleur sous les yeux des étudiants. Il y a des géochimistes qui passent leur carrière à analyser des roches vieilles de plusieurs milliards d'années. Des roches prélevées dans des affleurements qui n'ont pas été touchés depuis des temps que l'esprit humain ne peut pas vraiment imaginer. Et dans ces roches, ils cherchent un signal très précis. Le rapport entre différentes variétés d'atomes de chrome, ces isotopes. Voici pourquoi ce signal est important. Le chrome trivalent, la forme naturelle présente dans les minéraux, est pratiquement insoluble dans l'eau. Il reste prisonnier des roches. Il ne migre pas. Il n'entre pas dans les océans. Mais si de l'oxygène libre est présent dans l'atmosphère, il peut oxyder une partie de ce chrome trivalent
en chrome hexavalent. Et le chrome hexavalent, comme nous l'avons vu à Rouville, est très soluble. Il se dissout, il migre avec les eaux, il finit dans les océans, et là, il se dépose dans les sédiments. Et lors de ce transfert, quelque chose de subtil se produit. Les isotopes lourds du chrome, les variétés atomiques légèrement plus massives, ont une légère tendance à se dissoudre et à migrer préférentiellement par rapport aux isotopes légers. Cette séparation laisse une empreinte dans les sédiments marins, un déséquilibre mesurable entre isotopes lourds et légers, qu'on appelle un signal isotopique. Ce signal n'existe que si de l'oxygène libre était présent dans l'atmosphère au moment où les sédiments se sont formés. Pas d'oxygène, pas d'oxydation, pas de chrome soluble, pas de signal dans les roches. Une équipe de géochimistes, dirigée par une chercheuse nommée Isabeau Fontenay, a prélevé des échantillons dans des formations rocheuses sur 3 continents différents: Amérique du Nord, Afrique australe, Australie. Les roches formaient à des époques différentes, couvrant une fenêtre de plusieurs centaines de millions d'années. L'équipe a mesuré les rapports isotopiques du chrome dans chaque couche et tracé l'évolution de ce signal dans le temps. Ce qu'ils ont trouvé est net, sans ambiguïté, et vertigineux. Pendant des milliards d'années, le signal isotopique du chrome dans les sédiments marins est plat, stable, sans variation significative. Ce qui signifie que pendant tout ce temps, il n'y avait pas d'oxygène libre en quantité suffisante pour oxyder le chrome dans les roches continentales. L'atmosphère était réductrice, sans oxygène, et la vie qui existait alors était entièrement anaérobie. Des micro-organismes qui respiraient sans oxygène dans un monde où ce gaz n'existait pas encore librement. Puis, à un moment précis dans la chronologie des couches rocheuses, le signal bascule. Le rapport entre isotopes lourds et légers change brusquement, de façon nette et reproductible sur les 3 continents. Et ce basculement correspond exactement à ce que les géologues appellent la grande oxydation, le moment où des bactéries capables de photosynthèse ont commencé à produire de l'oxygène en quantité suffisante pour qu'il s'accumule dans l'atmosphère. Pour la première fois dans l'histoire de la planète, ce moment a changé tout ce qui existait alors, pour la majorité des êtres vivants de l'époque. Des organismes qui avaient évolué pendant des milliards d'années dans un monde sans oxygène. Cet oxygène était une catastrophe chimique. Il attaquait leurs enzymes. Il détruisait leur structure cellulaire. La plupart ont disparu, ou se sont réfugiés dans des environnements sans contact avec l'air, au fond des sédiments, dans les intestins d'autres organismes, dans des poches anoxiques sous les lacs. Ceux qui ont survécu et qui se sont adaptés ont donné naissance à tout le reste, à toute la vie aérobie qui a suivi, aux plantes, aux champignons, aux animaux, à vous. Et c'est le chrome qui porte la mémoire de cet instant dans les roches. Pas comme un témoin passif, mais comme un acteur chimique dont le comportement était directement conditionné par la présence ou l'absence de cet oxygène. Il a enregistré l'événement parce qu'il y participait, parce que sa solubilité, sa mobilité, son comportement isotopique dépendent tous de ce gaz qui venait de changer le monde. Le chrome gris est banal dans l'évier de votre cuisine, portant lui la trace chimique du jour où la vie a pris le chemin qui a mené jusqu'à vous. Voilà ce que ce métal représente vraiment. Pas seulement un élément dans un tableau périodique, pas seulement un additif dans l'acier ou un pigment dans les peintures. C'est un atome qui change de visage selon où il est et avec qui il se trouve, qui peut protéger ou détruire selon son état de charge, qui a pesé sur des guerres sans jamais être nommé dans les traités de paix, qui colore les plus belles pierres du monde avec la même identité atomique, et qui a gardé enfoui dans les roches la preuve de l'instant le plus transformateur de l'histoire de cette planète pendant des milliards d'années, en attendant que quelqu'un soit capable de la lire. Ce n'est pas la matière qui est bonne ou mauvaise, c'est l'arrangement, le contexte, la distance entre les atomes, la forme chimique, l'usage que les hommes en font.
Ce que le chrome nous apprend, c'est que la même chose peut être lumière ou poison, archive ou menace, selon l'angle sous lequel on la regarde et la façon dont on la traite. Et maintenant, la question que je vous pose, et j'aimerais vraiment lire vos réponses dans les commentaires. Si un seul atome a pu influencer l'issue de guerres mondiales, réécrire des chefs-d'œuvre de la peinture, enregistrer l'apparition de l'oxygène sur Terre et alimenter le premier rayon laser de l'histoire, combien d'autres éléments du tableau périodique font la même chose en ce moment sans que personne ne le sache encore? Et lequel vous semble le plus sous-estimé? Si cette histoire vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas ce matin, laissez un like et abonnez-vous. Ça prend 2 secondes et ça aide vraiment à faire exister ce type de contenu.